Marie, Oui, Marita. le temps qu'elle se... Bien. Tu vas mettre. Donc, Bonsoir encore. mesdames et messieurs, chers amis du Ciré, donc bonsoir. Nous avons décidé donc de reprendre le cycle des conférences et pour cette première, nous sommes heureux de Et vous voir sauter. déjà nombreux. Je profite de l'occasion pour indiquer que tous les membres du Ciré qui souhaitent communiquer en nous proposant une conférence sur les résultats d'une étude scientifique dont ils sont l'auteur sont les bienvenus. Donc, merci de m'envoyer la thématique et le programme, ainsi que la date à laquelle vous seriez disponible, et je reprendrai donc contact avec vous. Alors, de ce soir, nous avons trois acteurs, donc Alain de Police, qui est membre du CIRES, avec deux de ses collègues, Claire Godefroy et Mireille Beignet, qui vont donc partager cette première conférence, dont le titre est à lui tout seul un programme, Comment mieux travailler ensemble. Donc, ils vont nous conter l'histoire d'une équipe de formation pluridisciplinaire qui, au fil des années, s'est mis à faire de la transdisciplinarité sans vraiment l'avoir voulu. Et donc, c'est cette expérience qu'ils vont nous faire partager ce soir. Donc, la conférence va durer environ 45 minutes. Puis, nous passerons aux questions des participants. Donc, encore un grand merci pour votre présence. Et je passe la parole à Alain. Alain, nous t'écoutons. Noël, Noël, il faudrait que tu coupes le son, s'il te plaît, parce que ça fait écho. Voilà. Merci. Merci. Bien. Merci, Jean. Je, Nous allons vous parler d'une rencontre ce soir. Et avant de commencer, donc, je veux remercier Florent Pasquier, le président du CIRES, qui nous accueille dans cette association internationale qui assure une transmission de la transdisciplinarité. Et je veux remercier Jean Fraissinet pour le travail qu'il a réalisé, pour arriver à nous mettre en relation. Je veux dire aussi que combien j'ai été touché de retrouver dans les inscrits grand nombre de membres qui ont été fondateurs de cette aventure qui a commencé il y a une quarantaine d'années. Ce soir, nous sommes trois ici présents, mais il y a parmi vous un certain nombre d'acteurs actuels qui interviendront vraisemblablement, et puis il y a par ailleurs des témoins de nos premiers balbutiements il y a une quarantaine d'années. Donc, nous allons vous faire partager cette aventure. Si vous voulez bien vous présenter, mesdames. Oui, donc, je m'appelle Alain de Police, je suis psychanalyste, chercheur indépendant, membre de l'école freudienne et membre du CIRES, cofondateur de Pluriact, atelier de la pluridisciplinarité au service de la personne vulnérable, qui a eu pour président d'honneur le regretté Axel Kahn et qui a toujours pour président d'honneur Edgar Morin. D'accord, je suis. Oui. Bonsoir, donc je m'appelle Claire Godefroy, je suis membre du groupe de recherche de Pluriact depuis sa création et professionnellement je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un service qui accompagne des enfants en situation de handicap et je suis aujourd'hui chef de service dans le secteur du social, dans des services qui accueillent des personnes en situation de grande précarité pour des mises à l'abri en hébergement d'urgence. Mireille Beignet, je suis à la retraite. J'étais enseignante spécialisée et responsable de services médico-éducatifs pour enfants. Et je fais partie du groupe Pluriel. Voilà, donc
comme je vous le disais, c'est l'histoire d'une rencontre dont nous allons vous parler. Nous allons vous expliquer comment une équipe médico-sociale, pluridisciplinaire donc, a rencontré la transdisciplinarité. C'est l'histoire d'une équipe qui est composée de spécialistes d'horizons différents. D'horizons différents, mais qui ont une mission commune. Et vous savez tous, autant que vous êtes, les difficultés qu'il y a à travailler ensemble lorsque l'on a des formations différentes, voire quelquefois divergentes. Eh bien, c'est en raison de ces difficultés que les membres de cette équipe ont décidé d'interroger tous les écueils rencontrés et de leur apporter des remèdes. Au fil des années, cette équipe s'est livrée à une analyse institutionnelle. Elle s'est arrêtée à chaque écueil rencontré et elle s'est efforcée d'y trouver une solution. C'est ainsi qu'elle a identifié 6 axes d'élaboration susceptibles d'améliorer le fonctionnement du collectif. Cette équipe a ainsi confectionné une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle a depuis été mise à l'épreuve dans différents contextes. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que ces acteurs n'ont jamais pensé faire de la transdisciplinarité. C'est la transdisciplinarité qui est venue à eux. Ce qui nous réunit dans le travail, sous l'enseigne de la transdisciplinarité, c'est cette promesse de mieux vivre ensemble. Et donc, comment relever le défi lancé par Nicolescu de penser entre, à travers et au-delà de nos disciplines, que l'on peut aisément traduire par penser entre, à travers et au-delà de nos différences. Nous allons tenter de vous faire partager donc le parcours réalisé par cette équipe qui a fait vivre la transdisciplinarité dans le quotidien de ses engagements professionnels et qui, de ce fait, a mis en relief les conditions qui permettent à ces acteurs de stimuler une dynamique transversale. À partir de la simple question comment mieux travailler ensemble, s'est profilée une autre question, comment penser ensemble? Et puis finalement, pour se prolonger dans cette comment mieux vivre ensemble. Claire et Mireille vont vous présenter ce parcours, le cadre de l'expérience, les difficultés rencontrées, les réponses apportées, et puis ensuite, eh bien, je tenterai de vous faire entrer dans le processus qui a été mis en œuvre pour ouvrir cet espace transversal. Je terminerai sur la question de la réflexivité, tant elle est notre colonne vertébrale, ce qui charpente, pluriacte, notre signature. Donc, Pluriacte, c'est un processus qui s'est inscrit dans le temps et s'est notamment développé depuis le milieu des années 90 dans le cadre d'un CESAD. Un CESAD, c'est un service d'accompagnement pour enfants qui ont des troubles multifactoriels. Ce service, il accompagne des enfants en situation de handicap dans le champ de la déficience intellectuelle ou des jeunes qui ont des troubles de la conduite et du comportement. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés de ces enfants, ils ont tous pour point commun d'être scolarisés au sein de leur école. Lorsqu'ils sont orientés vers ce service, ces enfants ont déjà bénéficié de multiples interventions.
des thérapies, des tentatives de rééducation, qu'elles soient orthophoniques, d'enseignement spécialisé, de psychomotricité. Ils ont aussi parfois bénéficié d'accompagnement par des services sociaux, par des services de soins, etc. Lorsqu'ils sont accueillis au CESAN, il ne s'agit pas de recommencer, de renouveler ce qui n'a pas fonctionné. Se pose donc la question de comment aborder autrement la problématique de ces jeunes pour favoriser leur épanouissement. Comme on a pu le préciser, leurs difficultés, elles peuvent être liées à des troubles scolaires, des troubles psychoaffectifs. Ils peuvent également être impactés par des contextes sociaux, familiaux, judiciaires, cet ensemble étant parfois complexe. Il faut aussi se représenter que si nous considérons chacune de ces problématiques ou contextes, qu'il y a nécessité de recours à des professionnels très variés qu'on peut trouver au sein de ce service ou auprès de partenaires extérieurs. À l'époque, à la création de cette équipe, l'équipe elle-même est composée de psychologues, d'éducateurs, d'enseignants, d'assistants sociaux et en complément, elle va devoir travailler, élaborer avec les enseignants des écoles, les orthophonistes libéraux, les assistantes sociales du lieu de vie de l'enfant, des équipes médicales, plein d'autres encore, la liste est longue. On se trouve donc à œuvrer parmi une diversité d'intervenants et forcément une diversité de champs de compétences. Autant vous dire, autant de visions différentes de l'enfant. Ce constat étant fait, se pose une question cruciale. Comment articuler ces différents regards sans les réduire à une simple addition de points de vue? Dès sa création, l'équipe prend la mesure de la complexité de ce partenariat, de la disparité entre les acteurs, puisqu'il implique une variété infinie d'analyses, de représentations, voire de fantasmes. Et c'est dans ce contexte que s'impose une réflexion sur l'articulation de ces différentes expertises. Effectivement, comment travailler tous ensemble? Comment travailler ensemble au bénéfice de l'enfant et de sa famille? Comment préserver la parole de chacun, enfant, famille, partenaire, chacun dans sa compétence, avec un savoir et un vécu qui lui est propre. Comment articuler chaque expertise dans sa complexité, mais aussi dans son interdépendance aux autres. Et comment travailler tout cela dans le temps. Et c'est dans ce contexte que la question est soulevée de la demande de l'usager. Donc, c'est là que vous avez commencé la démarche Pluriacte dans ce service. À l'époque, Pluriacte ne connaît pas la forme actuelle qu'il a, mais la recherche de principes fondateurs pour un travail collectif au service des usagers est déjà en question et mise à l'épreuve pour les années à suivre. Et c'est à partir de ce travail-là qu'ont été élaborés ces axes de travail. Alors, ces axes de travail, vous les voyez peut-être derrière. Alors, du bruit, on va les avoir là. Ah, non, on les aura pas. Mais de toute façon, ils auront du Voilà. mal à lire. Donc, oui, ça bouge, voilà. Alors, mais je vais vous les dire, les lire. Alors, ces 6 axes donc, que vous avez élaborés au sein de ce service sont en premier un état des lieux de la situation ou du service. Ensuite, en deuxième, l'objectif commun. Qu'avons-nous à partager? En troisième, l'usager en position d'usageant, le citoyen en tant qu'acteur. Quatrièmement, la reconnaissance mutuelle. Se connaître, se reconnaître et être reconnu. Cinquièmement, les modalités de l'échange. Comment on fait? Sixièmement, comment réguler les passions humaines. Puis, un dernier temps, en complément de ces 6 axes, c'est un moment qui permet une analyse critique de la démarche Pluriacte elle-même. Ce qu'on peut vous préciser, c'est qu'au fur et à mesure de ces années, des liens se sont tissés avec des professionnels qui partagent les mêmes préoccupations sur le territoire creusois, mais également au fur et à mesure au niveau national. Et en fait, c'est pour étoffer notre démarche, et la leur,
que des équipes ont saisi l'opportunité de participer aux travaux de Pluriact. Et cette recherche-action, elle s'est avérée transversale à différents secteurs. Effectivement, 9 équipes, ce qui représente une centaine de personnes issues de ces champs d'action-là, ont participé. Donc, il y a eu des équipes d'un pôle de gérontologie, des équipes œuvrant dans le secteur de la justice, des services de soins pour enfants, des services de rééducation, des services d'accueil pour personnes vieillissantes, des services sociaux et une municipalité qui ont participé à ce projet. Pendant 2 ans, chacune de ces équipes a réalisé ces 6 séances de réflexion sur les thèmes proposés, ainsi qu'un entretien collectif réflexif. Les 6 axes proposés ont été identifiés comme étant les conditions nécessaires aux meilleures relations pluridisciplinaires possibles. Alors, on va voir en détail chacun de ces 6 axes. On va les présenter un par un et ensuite, on va vous présenter, Claire vous présentera les enseignements et les remarques faites par les équipes à chaque fois, à chaque axe, hein. Donc, les axes sont proposés aux équipes sous forme d'un prétexte, un petit texte à chaque fois, à partir duquel vont se développer les échanges. Chaque séance est présentée donc par un binôme extérieur à l'équipe elle-même, bien sûr. Euh, Ce binôme recueille les témoignages des participants. Claire, donc tu rendras compte après des travaux des équipes, qui est un retour d'expérience en fait, hein, concernant chacun des 6 axes. Alors, le premier axe, donc, c'est faire un état des lieux. Donc, cette première séance, c'est l'occasion de faire un état des lieux du collectif, de l'équipe, d'interroger son fonctionnement, mais aussi ses dysfonctionnements, faire l'inventaire, pardon, des écueils, des quiproquos, voire des motifs de conflit. Ce préalable d'auto-réflexion est indispensable à la prise de conscience des réalités du groupe. Cette première séance permet d'aborder la question de la confiance, la question de la communication, de la place du service et des personnes dans la hiérarchie, de comprendre la politique de l'association aussi, et ou du payeur, bien entendu. Alors, par rapport à ce premier axe, ce que nous enseignent les équipes rencontrées, c'est que l'analyse des fonctionnements et des dysfonctionnements est la condition déterminante de la démarche. Les équipes rencontrées nous précisent que cette étape est un mouvement d'autoréflexion où un collectif, en fait, accepte de se regarder travailler, d'apprécier les effets positifs de son action, mais surtout de s'arrêter à ce qui ne va pas en concernant les problèmes internes comme les problèmes externes, notamment de partenariat. Le principe de l'autoréflexion, qui se traduira en fin de cycle par le terme de réflexivité, qu'on développera plus tard, est une condition sélective au bon développement de la démarche. Elle suppose, en effet, que les membres d'une équipe soient en mesure de s'interroger ensemble, de ne pas craindre le jugement de l'autre et d'être dans une confiance réciproque. Alors, le deuxième axe traite de ce qui fédère les énergies, nos énergies et celles d'un collectif ou d'une équipe. Autrement dit, quel est l'objectif commun? Qu'est-ce que nous avons à partager? La diversité des métiers, des missions de chaque service font parfois apparaître l'absence d'un objectif clairement identifié pour travailler, pour agir ensemble. Cet axe a été présenté aux équipes avec le postulat que la synergie d'un groupe est tributaire du sens de son action. Plus ce sens est vécu comme essentiel, voire vital, plus il est fédérateur.
les enseignements, Claire? Alors, au niveau des équipes, il est ressorti que le partage d'un objectif commun est un fait d'évidence dans la plupart des services. Que ce soit par exemple dans un hôpital, l'objectif commun pouvant être la santé du malade, dans un service social, le bien-être de l'usager, dans un service de sanitaire pour enfants, la santé mentale de l'enfant. Mais les choses sont moins évidentes lorsque des services différents œuvrent de concert, ceci en raison d'objectifs différents qui les conduisent parfois à des méthodes contradictoires. C'est le cas par exemple entre un service de protection de l'enfant et un service de soins où la question du secret n'est pas forcément traitée de la même manière. Que ce soit en tout cas dans le secteur du sanitaire, du social, du médico-social, du judiciaire, chacun, nous dit-on, reconnaît ce débat récurrent entre secret absolu, secret partagé et d'autres nominations encore. Il est ressorti de nos travaux que l'objectif commun est bien inscrit dans la mission de la plupart des services et qu'il est posé a priori. Pourtant, ces ateliers de pluriactes ont permis de mettre en relief un autre objectif commun, celui que le collectif se crée pour lui-même. L'objectif commun est également le fruit de la créativité d'un groupe vivant et unique. Le troisième axe porte sur l'usager acteur, sur le fait de positionner l'usager en tant qu'usageant. C'est comme ça que nous l'avons nommé. Donc, et aussi l'usager en tant que citoyen acteur. La démarche pluriacte se conçoit avec un strict respect de la personne et la volonté qu'elle soit actrice de ses soins et de son parcours. Faire en sorte que l'usager devienne acteur en tenant compte de son consentement, de son autonomie, de la place des proches aidants et également comment l'institution prend en compte l'usager acteur. Donc nous l'avons nommé, cet usager acteur, nous l'avons nommé usageant. Au niveau des équipes rencontrées, cet axe apparaît comme essentiel par l'ensemble des participants. Il est d'ailleurs indiqué par un professionnel qu'il s'agit de la base de la pluridisciplinarité. Il dit même qu'il est la raison de nos métiers. Et effectivement, il est aujourd'hui une recommandation des tutelles, que ce soit au niveau social, au niveau de la Haute Autorité de santé ou même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, certaines équipes ont montré à quel point cette aspiration pouvait être un leurre dès lors que les contraintes sanitaires venaient en contradiction. Le quatrième axe aborde le sujet de la reconnaissance mutuelle. Se connaître, se reconnaître, être reconnu. Ce thème s'est imposé comme étant primordial de la pluridisciplinarité. Cette séance de réflexion invite le groupe à s'interroger sur son identité, à s'identifier auprès des autres services. Il questionne en effet la notion d'altérité et la mutualisation des engagements de chacun. Il incite à la reconnaissance de l'autre dans sa spécificité. Alors, cet axe de réflexion est lui aussi qualifié d'essentiel. Dans un même service, effectivement, les professionnels se côtoient et pourtant, ils n'ont pas toujours une connaissance précise des méthodes de leurs collègues. D'un service à l'autre, la méconnaissance est également monnaie courante et la démarche a permis à certaines équipes de revitaliser leur partenariat et d'instaurer des échanges réguliers pour apprendre à se connaître, se reconnaître. Le cinquième axe que nous avons défini porte sur les modalités de l'échange, conditionnées par une éthique de la parole. Alors, quelle parole professionnelle chacun engage-t-il? Comment peut-on exposer clairement son diagnostic et écouter pleinement celui de son partenaire? Comment chacun peut-il prendre en compte une autre logique
que la sienne. Comment tendre vers une meilleure qualité d'échange entre les partenaires? Donc, à partir de différents diagnostics, comment tendre, en effet, vers une vision panoramique de chaque situation? Il paraît évident que chaque équipe a ses propres modalités d'échange, des réunions de synthèse, des staffs, des réunions de projet et bien d'autres encore. Autant d'espaces qui permettent l'échange et la circulation de différentes paroles, celle du professionnel, celle du manager, celle de l'usager. Les équipes, dans cet axe-là, ont interrogé comment circulent ces paroles, comment elles sont engagées et comment elles sont prises en compte. Il est apparu plus prosaïquement qu'on échangeait de moins en moins directement, en présentiel, dirait-on aujourd'hui, ça nous parle là tout de suite, les artifices informatiques venant peu à peu se substituer aux échanges directs, même si là, aujourd'hui, ils sont facilitants. Dans l'hôpital, notamment, on communique de plus en plus à partir de son ordinateur, y compris des informations qui pourraient parfois s'avérer vitales. Alors, le 6e axe porte sur l'éthique et la réflexivité. C'est comment réguler les passions humaines. Comment prendre du recul. Comment réguler notre subjectivité et réduire nos projections, les projections. Comment prendre suffisamment de distance. Comment ne pas être dans le jugement pour soutenir les échanges dans les meilleures conditions correctes possibles. Nous avons pu constater à quel point ce 6e axe sur la réflexivité a fait débat, de par la complexité du terme, mais aussi de par la diversité des représentations sur le sujet. Ce dernier axe est celui qui a suscité le plus de discussions au sein des différentes équipes. Il a donné une riche palette d'interprétation du mot réflexivité, depuis la simple prise de distance jusqu'à la remise en question, en passant par le besoin de réinterroger sa pratique ou le retour sur soi, et plein d'autres encore. Le terme de réflexivité renvoie également aux notions de souplesse et d'adaptation. Il est défini comme une capacité d'analyse qu'on a sur soi dans un groupe qui n'a pas le même mode de pensée. La réflexivité revient à accepter de ne pas tout savoir et d'apprendre des autres afin d'aboutir à une réflexion commune. Il ressort que la pratique de la réflexivité est sans doute le plus gros point faible dans nos pratiques professionnelles. Donc, ce qui t'a peut-être à préciser sur la façon dont ont été animées ces séances, c'est que chaque séance a été enregistrée et transcrite, par écrit, donc transcrite, oui, en intégralité. Donc, les écrits ont été soumis à chaque participant qui a été amené à agir, à réagir, déjà pour être d'accord, si les gens étaient d'accord avec ce qui avait été écrit, et aussi à réagir en début de séance, hein, à la séance suivante. Il y aurait des exemples, mais là, je vois que le temps avance. Alors, donc, dans l'esprit de pluriacte aussi, il est à noter que les deux animateurs se livrent à un moment réflexif aussitôt après la séance et s'interrogent sur la façon dont ils ont mené la séance. On pourra y revenir si vous le souhaitez. À la suite de ces 6 séances, chaque groupe s'est vu proposer un 7e temps, en fait, l'objectif étant de formuler une critique de la démarche. C'est un retour des participants sur la démarche elle-même, en faisant le constat des effets sur le plan individuel et collectif. En cela, ils deviennent à leur tour
acteur de la démarche, influent sur sa construction elle-même. Cette séance est animée par deux membres du groupe Pluriac qui n'ont pas participé aux séances précédentes. Ce qu'on peut préciser par rapport à cette séance, c'est que les équipes se sont exprimées de manière collective, individuelle, de manière orale ou écrite, et que les thématiques qui sont ressorties, c'était sur les attentes initiales de la démarche, la participation à la démarche, le style de l'animation, le langage généré par les ateliers, et puis les effets de Pluriact. Et on a pu constater en fait qu'en rendant la parole aux professionnels dans une rencontre sans enjeu, cette démarche a ouvert un espace qui nous a été qualifié de hors du temps, un temps de pause dégagé des contraintes quotidiennes. Alors, dans les retours du processus, hein, de ces axes, on en a déjà parlé, Claire, c'est un élément fondamental se dégage, c'est la reconnaissance mutuelle, l'altérité. La reconnaissance de l'autre est une préoccupation constante. Claire, tu travailles maintenant dans un service différent du CESAD. Est-ce que tu as une expérience particulière par rapport à cette reconnaissance? Je pense qu'on a tous eu un jour ou l'autre dans notre vie de citoyen, dans notre vie professionnelle, des exemples où la question de la connaissance ou de la reconnaissance avait pu manquer. Et effectivement, j'avais un exemple en tête pour illustrer cet axe qui nous est apparu comme primordial. Aujourd'hui, je travaille dans un service qui met à l'abri en hébergement d'urgence des personnes en situation de précarité, voire de grande précarité. Et on travaille régulièrement avec des services sociaux qui accompagnent des personnes en situation d'avoir un logement. Ça, c'est leur habitude de travail. Or, dans certaines situations, notamment éventuellement d'expulsion locative, ces services, ces travailleurs nous interpellent pour une mise à l'abri. Et du fait de leur mission, ce genre de situation, en fait, n'a rien d'habituel. C'est une situation qui, pour eux, est exceptionnelle. Donc, ça génère une notion de gravité, ça génère de l'inquiétude et ça génère de la pression pour ce service ou pour ce professionnel. Et cette pression, elle est complètement légitime puisque c'est une situation qui n'est pas habituelle au regard de ses habitudes de travail et au regard de ses missions exercées habituellement. De notre côté, au niveau du service d'hébergement d'urgence, on a une habitude de ces situations de rupture de logement, de ces situations de précarité, et on va en recevoir la demande avec une certaine normalité. Et cet écart, en fait, d'un côté, la notion d'urgence, de gravité, et de l'autre côté, une habitude de la précarité, peut créer une forte incompréhension et peut-être même un sentiment de ne pas être écouté. Donc, c'est vrai que ça fait émerger l'importance de se présenter les uns les autres, de présenter nos missions, de présenter nos limites pour que le cadre de la prise en compte de la demande soit bien respecté et qu'il n'y ait pas d'impact sur la qualité de l'accompagnement. Bon, je vois que le temps avance. Le temps passe. Le temps passe. Voilà, donc les 6 axes que Claire et Mireille vous ont présentés sont en quelque sorte des instruments de régulation. Ils nous aident à maintenir le cap d'une réflexion collective. Nous y avons recours lorsque le mécanisme est grippé. Et vous avez compris que ces axes peuvent être utilisés dans le cadre d'un processus à la demande d'une équipe qui veut revitaliser son action, qui veut repenser son projet. Nous pouvons à présent projeter une réponse à la question posée en entrée: comment penser entre, à travers et au-delà de nos différences? Vous allez pour cela m'accompagner dans le cheminement que nous avons suivi. Le problème
nous est ainsi formulée. Comment concevoir une démarche qui soutient l'acceptation de savoirs multiples sur un sujet commun? Comment mettre en commun des savoirs différents, parfois contradictoires? Comment mettre en commun des savoirs différents sans les dénaturer? Comment permettre à des acteurs formés à des savoirs cloisonnés de penser ensemble et d'assumer, disons, un minimum de cohérence? Nous touchons là la question la plus difficile de notre entreprise, car notre projet se doit expressément de prendre en compte toutes les parties et le tout. Ce en quoi ce projet est nécessairement respectueux des spécificités de chaque discipline, de leurs fondements, de leurs méthodes et de leurs contraintes. Ce préalable conditionne l'espace d'élaboration que nous mettons en œuvre. Il est tributaire de deux principes d'échange. Le premier principe de l'échange n'est pas de débattre. Le principe de l'échange n'est pas d'argumenter, de polémiquer. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes en rupture avec le fonctionnement traditionnel des groupes. Le principe de l'échange, selon nous, consiste à ouvrir un espace qui favorise la circulation des connaissances. C'est-à-dire que la position de chacun consiste à développer sereinement le fruit de son expertise dans un climat d'écoute respectueux. En retour, bien évidemment, il se rend disponible à l'écoute du développement de ses partenaires. Il faut bien se rendre compte que la position de chacun est une position exigeante, attachée à la reconnaissance de l'altérité personnelle, intellectuelle et professionnelle. Il est donc essentiel d'affirmer dans l'espace que nous concevons de se défaire de tout débat. Chacun exprime à ses partenaires le point où il en est de son propre cheminement. Ainsi, pour conséquence, le fait de mettre en veilleuse les arguments contraires, de s'abstraire, si j'ose dire, évidemment c'est impossible, mais de s'abstraire de penser, de juger, eh bien, ces conditions permettent d'ouvrir un espace où prévaut le désir partagé de savoir. Le second principe de l'échange consiste à ne pas chercher à uniformiser, à ne pas chercher à unifier. Nous savons tous les méfaits de la pratique de la synthèse, qui conduit à l'amalgame, à la perte des singularités, à la confusion. Il est essentiel de saisir que cette démarche ne prétend pas une recherche d'accord, une recherche d'entente, une recherche d'harmonie. Notre projet d'élaboration instaure un espace d'échange. Pour cela, il va déplier toutes les problématiques en jeu, avec leur complémentarité, avec leurs contradictions, leurs divergences, et ainsi de les déplier, il permet de favoriser une large intelligibilité de l'ensemble des problématiques en jeu. C'est le sens de la notion de diagnostic en extension qui fut élaborée en 2013 dans Travailler ensemble, un défi pour le médico-social.
Le diagnostic en extension est conçu comme un outil fédérateur de l'ensemble des professionnels. Il permet à chacun de projeter son expertise sur un plan multidimensionnel. Dans cette configuration, chacun détient une part de la réalité complexe du problème étudié, en sachant que, bien évidemment, tous n'en détiennent pas la totalité. Ceci, bien évidemment, parce qu'il y aura toujours des paramètres hors champ. Nous ne saisirons jamais tout de la réalité d'un sujet. Tout au plus, notre diagnostic en extension nous permettra d'en savoir un peu plus. Le diagnostic en extension est l'acceptation d'un non-savoir partagé. C'est ce non-savoir partagé qui ouvre un espace transversal d'élaboration. Pratiquement, le diagnostic pluridisciplinaire nous donne une première exposition. Une exposition qui déjà peut produire des effets. Mais si on veut vraiment en faire un outil dynamique, eh bien, il faut pouvoir le mettre en perspective. Nous concevons donc ce diagnostic comme une première saisie, un cliché, une photo, à un moment donné. Le diagnostic pluridisciplinaire est tracé, comme il vous l'a été expliqué, sur un document écrit du nom d'analyse de situation ou analyse pluridisciplinaire. C'est écrit, fait état de la construction du savoir de chaque spécialiste dans ses observations, ses déductions, ses hypothèses, ses projections à un moment donné. Pratiquement, un premier paragraphe expose le problème du jour. Il développe, il cite les protagonistes en jeu, les différents professionnels. Les paragraphes suivants déclinent pour chacun le point où il en est de son expertise, de façon cloisonnée, avec éventuellement ses questions, ses doutes, ses perspectives. À la fin, le document se conclut par les pistes dégagées, les conduites à suivre, voire les éléments qui prêtent à faire rebondir le questionnement. Ce document se clôt par la parole de l'usager. Vous avez compris que tout est toujours centré sur la personne du citoyen et de l'usager. C'est celui qui est le principal concerné par cette exploration des spécialistes. Ici, donc, en l'occurrence, dans le cas de figure cité, l'enfant et sa famille qui ont tout pouvoir d'agir sur le processus en cours. Ce texte-là, cet écrit pluridisciplinaire, est un bien commun. C'est le témoignage du discours tenu par chacun à un moment précis. Ce document fait unité et lien du cloisonnement des expertises. L'analyse pluridisciplinaire, avec ses plans juxtaposés, dit quelque chose de la question étudiée, ce que l'on peut affirmer, mais aussi ses zones d'ombre, ses contradictions, et ce qui restera à tout jamais insaisissable. Nous allons voir comment cet écrit est un élément garant de la dynamique du collectif. Ce socle référentiel, il est témoin de la vie du collectif à un moment donné. Imaginez dès lors la répétition de cette analyse transversale dans le temps. Eh bien, cet énoncé pluridisciplinaire va nécessairement produire des effets. Il va dynamiser les points de vue et les échanges et il va entraîner des modifications.
Il produit des effets, bien évidemment, sur les interventions elles-mêmes, mais également sur le positionnement des acteurs. C'est ainsi que cet énoncé va susciter de la cohérence sans qu'elle ait été directement recherchée. Cet énoncé produit des effets parce qu'il suscite une conscience nouvelle du cas étudié dans sa complexité et avec ses interdépendances. Il donne à voir en effet à chacun son action dans son domaine, mais il révèle aussi l'effet de ses actions sur les domaines voisins. Ce qu'il y a d'imprévu dans l'action de chacun sur les autres professionnels. Dans ces conséquences, l'analyse transversale a un effet de miroir. Il met en relief ce qui dissonne, ce qui est contradictoire. Il donne une vision globale qui met en relief les interdépendances entre les parties elles-mêmes et entre les parties et le tout. Cette lecture en surplomb, elle soutient bien évidemment la responsabilité individuelle. Elle favorise le sens de l'interdépendance et celui de la solidarité. Les outils que nous avons forgés permettent de penser ensemble les différentes expertises en leur complémentarité, leur antagonisme, leur continuité, leur discontinuité, en tenant compte des acteurs qui les pensent et qui les mettent en œuvre. On trouve, nous avons dans notre cheminement, moi personnellement, je n'ai rencontré les travaux d'Edgar Morin qu'en 2004, c'est-à-dire l'éthique, le tome 6 de la méthode. Depuis, j'ai pu me rendre compte à quel point notre cheminement était en écho au principe décrit par Morin, le principe dialogique, qui met les expertises en boucle, une spirale qui n'ignore pas l'incidence de l'humain dans son déroulé. Nous y trouvons le principe récursif, par lequel la réflexion des professionnels agit sur le problème, qui en retour a un effet sur la conduite des professionnels. Et puis le principe hologrammatique, selon lequel des parties sont dans le tout et le tout dans les parties. Cette dynamique se caractérise par un double changement de la position du spécialiste. Premièrement, un décentrage de la position d'expert. Le spécialiste n'est plus le centre ni le pivot de l'exploration. Il accepte de mettre son travail en sommeil, ses présupposés théoriques, intellectuels, personnels, pour se rendre disponible au discours de l'autre. Et puis, deuxièmement, un déplacement vers un niveau supérieur d'analyse. Dans le processus traditionnel, chaque expert pose son diagnostic à partir de sa spécialité. Dans notre modèle d'analyse transversale, chaque expertise n'est qu'un élément du problème. Et précisément l'intelligibilité du problème nécessite un déplacement vers un niveau supérieur d'analyse. Déplacement qui offre une vision panoramique et favorise une dynamique transdisciplinaire. La difficulté de transmission de cette démarche réflexive tient à la révolution de pensée qu'elle exige. Nous le savons bien au CIRE, que ce soit dans le discours de Nicolescu, dans celui de Morin. Il n'est pas naturel de se mettre entre parenthèses, de faire fi de ce qui nous constitue, de ce à travers quoi notre vision du monde s'est construite. Il n'est pas aisé de s'effacer pour laisser la place au savoir de l'autre, à une logique qui nous est étrangère. Ce en quoi cette démarche ne peut s'épanouir que dans un espace collégial, grâce à un esprit constant de distanciation
distanciation de notre agir professionnel, d'interrogation de notre relation, de notre façon d'entretenir des liens avec nos partenaires. La cohérence polyphonique, si je peux me permettre, émane du respect des rythmes et des rites de chaque acteur. Elle se caractérise par cet état de grâce vers lequel le collectif tend lorsque chacun se reconnaît et est reconnu dans le processus. Être sujet, écrit Morin, cela veut dire se savoir par principe égocentrique, ethnocentrique, capable de voir ses jugements déviés ou perturbés par sa propre affectivité, ses propres craintes, ses propres désirs. Ainsi souligne-t-il la nécessité d'une culture psychique. Je dois, dit-il, à chaque instant me demander, ai-je assez contrôlé mes pulsions, mes projections? Notre aspiration à mieux travailler ensemble est sous-tendue par la reconnaissance de la différence, par l'acceptation de l'altérité. Dans notre exposé, nous n'avons pas caché la fragilité de l'élaboration d'une pensée collective tendue vers un but commun. Dans cet exposé, vous avez sans doute constaté l'omniprésence de la notion de réflexivité. La réflexivité. Eh bien oui, nous voulons conclure sur ce concept moderne et dire combien il est galvaudé. Vous connaissez tous la nouvelle coqueluche du monde des sciences de l'éducation de Nalchen, le praticien réflexif. Cette méthodologie dont l'on voit l'application, pardon Mariana, à l'université de Sherbrooke, où l'on voit comment les formations infirmières sont, où l'on apprend comment penser, où on offre du prêt-à-penser en anticipant toutes les réponses qu'il faut apporter. La réflexivité dont il est question, Paul Sanchou, c'est quelque chose par rapport à un article qui m'avait été demandé pour Empan sur le Caire au risque de la société libérale. C'est une question que je traite abondamment dans ce contexte-là. Ce à quoi il faut conserver le tranchant de la réflexivité. Ne sommes-nous pas chacun victimes de nos croyances, de nos certitudes, de notre imaginaire, de la culture dans laquelle nous vivons? L'expérience prouve que la démarche réflexive requiert un effort individuel et collectif qui permettent de nous interroger sur l'origine et les motifs de nos actions. Je veux m'arrêter sur cette observation de Paul Ricoeur qui nous en donne l'orientation, qui nous sert de boussole. Sous le vocable de réflexivité, l'accent est mis sur le mouvement par lequel l'esprit humain tente de recouvrer sa puissance d'agir, de penser, de sentir, puissance en quelque sorte enfouie, perdue dans les savoirs, les pratiques, les sentiments qu'il extériorise par rapport à lui-même. La mise en œuvre de la réflexivité est inscrite dans le lien social. Pratiquée en termes de dynamique hétéro-réflexive, elle est une clé à la quête transdisciplinaire d'émancipation collective. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette conférence. Merci à tous les trois. C'était absolument passionnant et ça fait écho à mes propres travaux puisque donc j'ai commencé à essayer de travailler sur comment opérationnaliser la transdisciplinarité. Et donc là, je découvre au travers de votre travail que dans un domaine différent, mais nous sommes parvenus, me semble-t-il, donc aux mêmes conclusions. Alors, peut-être que
bon, je n'avais pas prévu comme ça, mais Mariana a levé la main. Alors, je pense qu'elle elle voulait intervenir suite à un propos d'Alain. Alors, pourquoi pas, on peut peut-être commencer de cette manière-là. Donc, Oui, Mariana, Jean, si tu veux poser merci. ta question. Merci beaucoup pour la reprise de tes conférences qui sont tellement appréciées et bravo à l'équipe d'Alain de Police. J'ai vraiment été très, très passionnée tout le temps. Et évidemment, il a été dit au tout début que le point faible, c'était la réflexibilité et que la réflexivité, c'est ce qui nous manque. Quand j'ai entendu le point 6 réguler les passions humaines, je me suis dit, on ne peut pas réguler les passions humaines. On peut réguler la conscience des passions humaines. J'ai beaucoup travaillé sur le non intentionnel et la conscience des attitudes non intentionnelles. On ne peut pas réguler le non intentionnel, ce qui va nous échapper justement. Mais on peut réguler la conscience. Et la conscience n'est pas la raison. Et donc, ce que je voulais rebondir sur, très, très souvent, on forme la raison. La raison est un code. C'est un code élaboré. On peut être très intelligent pour le bien comme pour le mal. C'est un code qui peut être reproduit par des machines. La conscience n'est pas le code. La conscience, c'est justement la distance par rapport au code et l'analyse de ce code. Donc, on voit de plus en plus de citoyens formés à la raison, mais non pas à la conscience. Et c'est un gros problème transdisciplinaire. On a fait un énorme événement sur la médiation transdisciplinaire. J'ai trouvé que cette équipe a beaucoup fait exercice de médiation. Et donc, comment pouvons-nous, et c'est la question pour l'équipe, favoriser l'apparition de cette conscience collective, cette conscience qui travaille ensemble et non pas simplement se réduire à une raison qui était la critique faite à l'école d'infirmières de Sherbrooke, que je comprends, je ne connais pas, mais que je pense qu'on a une dérive actuellement d'enfermer la conscience humaine et de lui enlever son opacité dans un code, le code de l'intelligence. Voilà, merci. Je vous laisse la parole. Merci, Mariana. Je peux me permettre de réinterroger votre affirmation selon laquelle on ne peut pas réguler les passions humaines. Évidemment, les passions humaines sont là. Ceci étant, et elles s'expriment. Nous avons, dans le cadre de notre expérience, où il y a, nous voyons dans les groupes, où il y a cet effort, euh, il y a une distanciation de la prise de la parole. Je vais en donner un exemple. Lorsque nous faisons un cycle, une personne, à la fin de la première séance, dit, mais ça, on l'a déjà dit, on le connaît, on le sait par cœur. La séance d'après, lorsque la personne a le compte-rendu de tout ce qui a été dit, elle va dire, on a dit tout ça. C'est-à-dire que tout le travail que nous faisons est centré sur un, la réflexivité qui nous renvoie nos égarements. Vous savez, la fameuse représentation d'Auguste Comte qu'on prête on peut pas descendre, on peut pas se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Certes, mais faites l'expérience. Vous passez devant, tout le monde l'a fait. Vous passez devant une vitrine. Vous vous regardez passer. Oh là là, comment je me suis habillé ce matin, comment je me suis. C'est-à-dire qu'il y a un effet de correction. Mais vraiment, si l'on pratique si la culture de la réflexivité ne permet pas d'annuler les passions humaines, en tout cas d'avoir un retour qui en donne, comme vous le dites, une conscience. Alain voulait intervenir. Alain Mola veut intervenir. Alain qui est membre de Pluriac. Alain? Alain, Alain, tu nous entends? Normalement, tu nous entends. Non, mais quelqu'un. A priori, il n'a pas dû allumer ses micros. Ah, Il y d'accord. a Molas, je pense, Molas qui souhaite intervenir. Je vois une main levée. Oui,
mais il ne répond pas. Alain Mola. Simplement, une minute, le mot miroir m'a paru très, très intéressant dans votre démarche de miroiter. Euh, Alain, vraiment, juste, je suis tout à fait d'accord. Et le mot miroir, est-ce que vous m'entendez? Et je vous entends, Mariana. La conscience peut être un miroir dans le sens où elle réfléchit. Et nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Et ça, c'est très précieux, ce que vous avez dit. Monsieur Molas, est-ce que vous nous entendez? Je l'appelle. Bon, Ah, mince. il doit Ça avoir un va. problème de Bon, connexion. On le voyait pourtant. il Alors, y a peut-être parmi nous des en personnes attendant. vécu la démarche. Je pense à Elsa, je pense à Patrick, qui ont été à Gaillac. Si éventuellement vous voulez en dire quelque chose, n'hésitez pas. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Alors, effectivement, je veux bien répondre à Alain sur, sur le processus qui avait été mis en place euh, qui avait été organisé par Elsa d'ailleurs. Vous pouvez en dire aussi beaucoup. Mais pour abonder sur le sujet même de la conscience, je pourrais peut-être dire que ce problème cette difficulté de la réflexivité, en fait, quand on est bon, à la ville de Gaillac, si vous voulez, on avait affaire à une équipe qui était vraiment chacun dans des situations différentes. Par exemple, c'était une plateforme d'accompagnement euh, pour des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, il y avait, par exemple, sur cette plateforme, il y avait Pôle emploi, il y avait un relais de chantier d'insertion qui s'occupait d'une école, il y avait une scope d'accompagnement individuel, il y avait la maison du département avec les assistantes sociales. Voilà, il y avait donc des équipes qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble. Et lorsque Alain est venu nous proposer ce travail et a parlé de l'usageant, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permettait, pour une fois, d'avoir autour d'une table, de pouvoir discuter d'une personne et que cette personne puisse déjà, elle, émettre ce qu'elle a à dire pour qu'ensuite on puisse avoir une vision globale, c'est-à-dire la vision panoramique dont parlait Alain. Euh, et concrètement, en fait, ce que ça a pu m'apporter à moi-même, hein, je vais parler pour moi, c'est que par exemple, lorsque l'on discute avec une personne que l'on accompagne individuellement, sur le sujet dont on est, entre parenthèses, spécialiste, euh, la personne interrogée ou qui est accompagnée va pouvoir dire, par exemple, oui, mais moi, vous me dites de faire ça ou vous me dites qu'on pourrait essayer ça, mais par contre, dans mon quotidien, au niveau du logement ou au niveau de l'habillement ou de ceci ou de cela, je rencontre telle difficulté. Or, le fait d'être dans une plateforme pluridisciplinaire permet déjà d'avoir discuté de cela avec les autres, donc de pouvoir mieux aborder cette question différente de notre spécialité avec la personne, ce qui fait qu'effectivement, la personne se sent mieux accompagnée. Et donc, il y a la confiance qui vient et toute la suite. Voilà. Je ne voudrais pas trop déborder sur le temps, mais j'espère avoir fait passer le sens de mon intervention. Je ne sais pas si Elsa, tu veux dire quelque chose? merci Patrick. Est-ce que monsieur Molas, Je dirais qu'il se connecte il à se, l'audio. oui, il se connecte à l'audio maintenant, d'accord. Très bien. Je- J'ai Jean-Claude, éventuellement. j'ai un appel, j'ai un appel du pied de Patrick là pour intervenir. Merci Patrick et bonjour à tout le monde. Bonjour Alain, bonjour Mireille.
Euh, oui, je veux. Alors, ça commence à dater un peu. Et depuis, j'ai changé de poste et je suis dans toute autre configuration. Et c'est pas forcément facile dans le contexte dans lequel je suis de mettre en œuvre la pluridisciplinarité ou en tout cas de la conscientiser, bien que j'essaie de le faire. Euh, non, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers les différentes questions qui ont été posées, finalement, de ce que je me souviens, c'est que euh, finalement, il y a, les différentes questions, elles nous ramenaient toujours à la même chose, mais enfin, toujours à la même chose. Que finalement, euh, comme le dit Patrick, on n'était pas une équipe médico-sociale, il y avait vraiment différents profils et on se retrouvait autour d'un projet d'accompagnement d'accompagnement de personnes, mais un accompagnement qui se faisait à travers une action socio-linguistique, à travers de l'accompagnement socio-professionnel, à travers une action apprentissage du code de la route pour personnes en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme, etc. Et on essayait de construire quelque chose d'un peu cohérent à travers toutes ces actions-là et à proposer aux personnes un parcours dans un sens ou dans un autre, mais qui correspondait à leurs besoins. Leurs besoins. Ouais, leurs besoins, je vais le dire comme ça. Ouais, ce que je peux dire, c'est que à travers toutes les questions qu'on a explorées, finalement, il y avait euh, la question du sens de notre action, la question, ben, j'ai les souvenirs, je ne peux pas dire précisément quelles étaient justement ces répétitions, et ça aurait été peut-être bien justement à la fin de faire un espèce de point à travers tous les comptes rendus, un espèce de point très précis de qu'est-ce qui revenait sans cesse. Mais il y avait quelque chose qui revenait sans cesse de ce souvenir-là, comme si on tournait autour d'une question irrésolue, mais finalement qui nous faisait avancer. Enfin, euh, qui nous a avancé dans notre réflexion, dans la question dans le sujet de l'accompagnement des personnes. On tente encore, Alain, Mola. Écoutez, euh, je- on va essayer d'avancer un petit peu parce que bon, je vois que M. Mola donc a beaucoup de difficultés donc, à se connecter. Moi, je voulais peut-être essayer de revenir un petit peu donc au début de la problématique. Donc, votre objectif, c'était donc de travailler ensemble alors que vous étiez donc de formation pluridisciplinaire, sociaux, médicaux, psycho, etc. Et pour, pour pouvoir travailler ensemble, donc, il faut communiquer. Communiquer, donc, ça veut dire prendre la parole. À partir du moment où on vient de disciplines différentes, on a un langage qui est différent. Le langage de la médecine n'est pas le langage de la sociologie, encore moins des mathématiques hein, ou de la pédagogie. Ce qui fait que donc la grande difficulté, moi je le vois donc pour essayer donc de faire enfin, d'abord étant moi-même donc issu de 4 disciplines différentes, déjà dans le même cerveau de pouvoir s'exprimer avec chaque fois le langage d'une discipline, c'est très compliqué. Mais si on multiplie donc avec le fait de travailler avec d'autres individus issus donc de disciplines différentes, moi, la question que je vous pose, c'est comment avez-vous fait pour vous comprendre? Comment avez-vous fait pour vous entendre? Dans ma propre méthodologie, donc, euh, ça revient à dire qu'on commence d'abord par créer une sorte de dictionnaire, c'est-à-dire que il faut se mettre d'accord lorsque les gens sont d'origine différente, donc sur le sens et sur la valeur des mots. Voilà, donc j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez résolu ce problème qui est fondamental. D'abord, travailler ensemble, ça veut dire donc discuter ensemble, se comprendre, et pour se comprendre, eh bien, il faut que l'expression orale suive. Évidemment, bien évidemment que c'est une des questions
importantes qu'on a rapidement rencontrées. Mais nous avons notre souci, tu n'as pas perdu de vue, c'est le citoyen, c'est l'usager. C'est-à-dire que lorsque nous faisons une analyse de situation, une analyse pluridisciplinaire, chaque expert, entre guillemets, le mot est abominable, se doit de donner son expertise en termes accessibles à l'usager. C'est-à-dire que quel sens ça aurait si nous n'avions pas un langage commun? Chacun se devait, qu'il soit médecin, psychanalyste lacanien, je ne sais quoi, se devait de rendre compte de son travail en termes accessibles à l'usager. Et alors, ça, je peux dire que c'est un problème qu'on a eu et qu'on a rapidement réglé parce que cette, ce bien commun qu'est l'analyse de situation, euh, on était là, on donnait la solution. Et vous l'avez résolu comment? Vous l'avez résolu comment? On l'a résolu comment? Mais on l'a résolu simplement en demandant à chacun de dans l'analyse de situation, chacun expose son cheminement, son diagnostic. Chacun doit le faire en termes accessibles à tous les autres, en particulier à l'usager. Qui s'avère être un enfant. Comment? Qui s'avère être un enfant, l'usager en question. Qui de surcroît, dans notre cas, s'avère être un enfant. Et dès le Vas-y, départ, les entretiens, en fait, commençaient enfin, commencent toujours, d'après ce que je sais, par la parole donnée à l'enfant. Et on s'adresse à l'enfant. Et à partir du moment où lui déjà démarre en ayant sa place, il a une ouverture et une possibilité de dire je ne comprends pas ou de demander une traduction. Donc l'enfant aussi, il a sa parole et il n'est pas question et pas entendable qu'il ne puisse pas comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est je ne sais pas, il y a peut-être des professionnels qui pourraient confirmer ça. Toi, Véronique. Tu ouvres ton micro, Véronique. Oui, oui, je commence à être au point là-dessus. Bonjour. Donc, du coup, je suis psychologue au CESAD. Et effectivement, la question de la façon de dire les choses, alors de chacun, comment expliquer? Quand nous, on présente l'analyse de situation, effectivement, on rapporte aussi, alors, on rapporte en filigrane, en tout cas dans l'écrit, les paragraphes des autres. On ne les nomme pas au moment de l'entretien parce que à chacun de parler de sa place, mais effectivement, ne serait-ce que dans l'écrit, il est important que tout soit nommé pour que ce soit compréhensible par tous, et en particulier, effectivement, pour la famille et l'enfant, euh, puisque c'est bien le sens de notre travail. Au fond, on est bien là parce qu'on accompagne un enfant. Euh, donc, la première accessibilité, c'est en sa direction. Voilà. Et du coup, ça oblige, j'ai aussi des collègues, je sais, dans le coin qui sont là, ça oblige à chacun, dans sa partie, d'écrire et de parler en direction, j'allais dire, de la personne qui a peut-être la moins de possibilités de compréhension au fond. Voilà. Et de s'assurer à minima que ça soit compris. Euh, Quand bien même on ne maîtrise pas complètement ce qui a été compris ou pas compris, entendu, pas entendu, parce que là, c'est la question du psychique, hein, c'est voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, à nous, en tant que professionnels, effectivement, d'être vraiment accessible. Et si je peux me permettre, d'une autre casquette, parce que j'ai été moi-même usageante à un moment de ma vie, et notamment avec une problématique médicale extrêmement complexe et importante, qui regroupait énormément de médecins
à l'hôpital Necker. Sur une pathologie très complexe, donc avec des mots absolument... je ne sais pas combien de personnes comprennent ces mots-là dans le monde, mais en tout cas très peu, je pense. Et moi, en tant qu'usageante, j'ai été amenée à entendre ce discours-là et avec des médecins qui étaient en capacité de nommer des choses extrêmement complexes et vraiment extrêmement complexes pour que ça nous soit accessible. Mais vraiment, voilà, avec des fois même des dessins, des schémas, voilà. Et puis les mots qui étaient possibles d'être entendables par compréhension et au-delà de ça, dans la façon de pouvoir accepter de les entendre. Voilà. Donc, Et vous ça, avez et pu ça, c'est créer un vrai travail de tout un chacun, je pense, en tant que professionnel. ouais, Voilà. très bien. Donc, vous n'avez pas eu de problème particulier de vocabulaire. Vous avez réussi donc à trouver les bonnes solutions. En tout cas, s'il y en a, on peut en échanger en disant on ne comprend pas. Voilà. Et d'où l'importance de laisser aussi la possibilité et l'ouverture à la personne, à la personne citoyenne, à l'usageant, voilà, de pouvoir dire là, je ne comprends pas. Et là aussi, c'est une posture, je reviens avec ma casquette professionnelle, c'est une posture de professionnel que de laisser cette porte ouverte à est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Voilà, cette ouverture. euh, il y a une question de dissymétrie là-dedans. C'est comment se mettre dans une position différente, bien sûr, mais quand même dans une relation un peu symétrique pour être accessible et que le dialogue se fasse et l'échange se fasse. Voilà. Très bien, merci Véronique. Mariana, tu voulais dire quelque chose? Oui, Jean, il me semble que l'équipe a répondu aussi avec le terme de diagnostic en extension. C'est-à-dire qu'ils ont employé, et je voulais demander à l'équipe si pour eux, le diagnostic en extension, c'est un diagnostic transdisciplinaire. Parce que on n'a plus le diagnostic d'une seule discipline, mais le diagnostic de plusieurs disciplines qui vont essayer de rendre un seul diagnostic. Et si on peut nous en dire plus, parce que ça peut être tout à fait intéressant si on respecte ce que dit Alain de Polis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une concorde uniformisante et enfermante, mais que vraiment on respecte la multidimensionnalité de tous ceux qui sont là. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce diagnostic en extension? Est-ce qu'il est transdisciplinaire? Alors, Mariana, oui, effectivement, euh, en réalité, nous avions deux nominations. Il y avait le diagnostic élargi, trois petits points, qui consistait en quelque sorte à mettre autour de la table tous les protagonistes concernés par la problématique de l'enfant. Ainsi donc, de l'instituteur, enfin bon, Claire a suffisamment détaillé, et à partir de là se faisait une première saisie. Cette saisie, elle était, je ne la qualifierais pas de transdisciplinaire à ce stade-là. Elle est le moment de la rencontre. Elle est le moment où chacun est encore tenu à son expertise. Mais à partir du moment où il va y avoir la répétition de ce diagnostic élargi, à partir du moment où on l'installe dans la durée, où on a fait un diagnostic diachronique, à partir de ce moment-là, il y a un effet en miroir. Il y a qui fait que les intervenants sont, euh, peuvent se rendre compte dans les saisies, dans les premières saisies, qu'ils ont été trop loin, qu'ils se sont trompés, ils vont prendre en compte à ce moment-là les compétences, les apports des autres. C'est à ce moment-là que commence à se mettre un mouvement transversal.
c'est le moment où il va y avoir des actions, même à notre insu. C'est-à-dire que sans le savoir, il va y avoir des effets qui vont se produire chez les uns et chez les autres. Voilà. Mais comme je le dis, comme on le travaille, le moment transdisciplinaire, c'est un état de grâce. C'est le moment où il y a une reconnaissance de chacun, de la place de chacun. C'est un état de grâce. Hein. Et à ce moment-là, il y a vraiment le maximum de fluidité et d'interpénétration sans que chacun perde sa singularité. Merci beaucoup, c'est une réponse splendide. C'est le moment du kairos pour le philosophe. C'est vraiment le moment opportun hein, que vous nous amenez là. Le moment transdisciplinaire comme moment opportun, kairos en grec. Et donc, pour ma part, j'ouvrirai la recherche peut-être vers diagnostic transdisciplinaire, mais c'est à vous de voir. Merci Mariana. Je vois que notre ami Molas a toujours sa main levée, mais Patrick lève la main. Non, mais je sais. Oui, oui, je veux bien continuer sur ce sujet parce que, en fait, on se rend compte également que quand on a en face de nous quelqu'un que l'on accompagne dans son parcours de vie et qu'on essaie de suivre et d'accompagner, euh, cette personne, effectivement, on l'a en face et il s'établit, bien sûr, une relation, une posture particulière due à l'interaction entre les deux personnes. Et en faisant de la pluridisciplinarité, on peut s'apercevoir que cette même personne peut avoir une posture complètement différente avec un autre accompagnant. C'est là où notre propre jugement, ou notre propre appréciation de la personne, pas jugement, mais je dirais appréciation, euh, va pouvoir se différencier parce que tout d'un coup, on a une autre vision, on a un autre point de vue de la personne accompagnée. Et là, on peut avoir une prise de conscience qui va nous permettre de se dire, ah oui, alors là, effectivement, comme disait Alain, peut-être qu'il faut que je fasse attention, ou peut-être qu'il vaut mieux que j'aille un peu plus loin là-dessus ou pas, et d'en discuter avec les autres. Et à ce moment-là, effectivement, comme dit Alain, on élargit ce diagnostic et quitte à en perdre un peu le sens, ou à en perdre un peu la précision, mais c'est un pas de plus, je pense. Merci. merci Patrick. Pour donner une idée de la façon dont fonctionnait l'analyse de situation, je peux vous parler d'un garçon qui est au collège dans une classe où les jeunes ont des difficultés, une UPI en l'occurrence. Ce garçon, il a des difficultés pour apprendre à lire et il est reçu en orthophonie privée, il est reçu au CNPP pour des problèmes psychologiques, il est là, un certain nombre d'intervenants et l'enseignant de la classe spécialisée dit il faut absolument faire de l'orthophonie, il faut continuer. Du côté de l'orthophoniste dit moi je constate qu'il vient, il dit qu'il veut venir, mais quand il vient, il joue avec ce qu'il y a sur la table. Donc je m'interroge sur ses motivations. La maman, pendant longtemps, dit moi je veux qu'il continue, il faut absolument qu'il continue ça. Le service, le CESAD dans lequel il est reçu, le CMPP, la consultation psychologique, euh, constate qu'il y a des problèmes psychologiques. Et nous, au CESAD, nous disons, nous considérons qu'actuellement, alors oui, il faut dire qu'il commence à avoir des comportements déviants. Il commence à fuguer du collège, il commence à avoir des... Il est très lisse et très gentil, mais il commence à y avoir des dérives. La position du CESAD, c'est
nous considérons qu'il a trop de pression, qu'il faut arrêter l'orthophonie, qu'il faut lui permettre de se reprendre, de se ressaisir. À ce moment-là, nous entrons dans une discussion avec le responsable de la classe spécialisée qui dit, bon, on va faire la synthèse. On va dire que on va continuer l'orthophonie, mais on va tenir compte que vous trouvez qu'il faudrait en faire moins. Et nous disons non. Ce qui importe, c'est la juxtaposition des expertises, chacun prenant sa responsabilité. Et donc, il y a l'enseignant qui dit qu'il faut continuer, l'orthophoniste qui doute, nous qui faisons valoir qu'il y a péril à poursuivre, et à la fin, la maman a décidé, a dit finalement, non, il en a marre, il faut arrêter l'orthophonie. C'est-à-dire que chacun se trouve devant sa responsabilité de sujet au regard de la situation. La question de la conscience, Mariana, que vous souleviez, elle est là. C'est-à-dire c'est de se prendre en compte dans l'action. C'est-à-dire que on se rend compte de ce que l'on fait, comment on agit et de l'incidence que ça a, des conséquences que ça a. Véronique, vous avez levé la main. Oui, du coup, ça fait le lien avec la question de comment se faire comprendre. C'est là où c'est essentiel, en fait, de pouvoir être accessible et de se faire comprendre pour que les personnes, en fait, qui soient décisionnaires, parce que c'est bien leur choix, quand c'est des enfants, donc les parents, voilà, ou quand on est adulte, c'est le choix de l'usageant, en fait. Et c'est fondamental en fait que tout le monde puisse se faire comprendre de l'usageant pour que l'usageant puisse prendre une décision éclairée. Voilà, c'est tout. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben écoutez, donc si s'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est 20h32. Juste une chose, je réagis par rapport à la dernière intervention. Euh, euh, Est-ce qu'il s'agit vraiment que l'usageant prenne une décision éclairée, enfin, in fine? Est-ce que cette dame, elle a pris une décision éclairée? Euh, Cette dame, on lui a juste... enfin, alors, c'est peut-être ce que vous voulez dire en disant éclairée, mais cette dame, elle a juste eu l'espace euh, d'une parole singulière, en fait, d'une parole libre, en fait, plus qu'éclairée. Parce que effectivement, chacun a pu dire son point de vue et a eu la responsabilité et a porté la responsabilité de son point de vue. Elle a pu s'inscrire à égalité et en toute liberté. Elle a pu inscrire à égalité et en toute liberté son point de vue, mais enfin, le terme éclairé me dérange un peu parce que, enfin voilà, je le trouve pas, enfin, dans ce que raconte Alain, je sais pas si c'est le terme le plus approprié. Voilà, c'est ça. Oui. Du coup, je me Non, permets de répondre. évidemment, il va. Véronique qui parlait. Non, c'est aller un peu vite. Disons qu'on le rapporte, il faut pas être dans l'illusion. Là, en l'occurrence, c'est même pas un citoyen, ce sont des familles en difficulté, quelquefois en souffrance. Elles ont beaucoup de mal à prendre la parole. Déjà, leur permettre de prendre la parole, c'est tout un travail. Lorsque l'on reçoit l'enfant et sa famille, comme le disait Claire pour la première séance, on ouvre la parole. Quand on reçoit l'enfant, on lui dit, voilà, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux en dire quelque chose? Est-ce que l'enfant, les trois quarts du temps, il en dit très peu? En revanche, 3 mois après, il va dire à une éducatrice, oh, mais l'autre fois, le monsieur, il avait dit ça. Et il va répondre en retard à ce qui lui avait été
C'est-à-dire, c'est pas rien de donner la parole. Donc, faut pas s'imaginer que euh, le patient, il peut facilement parler. Il est dans une position inférieure par rapport au spécialiste. Il faut lui donner le temps, le respect, le moyen de parler avec ses mots. Donc, éclairer, c'est un grand mot. Disons on le conduit sur la voie qui lui permet d'être acteur. Je pense que Véronique voulait aussi intervenir. Oui, Véronique. Oui, je voulais répondre aussi à Elsa. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Et oui, le mot éclairé est peut-être un peu fort parce que dans ma façon de le penser, c'était comme vous le disiez. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait plusieurs points de vue permet d'avoir une autre ouverture, une autre possibilité que son propre prisme. Et du coup, ça permet un certain cheminement et du coup de peut-être décaler son positionnement en tant qu'usageant et de prendre une décision où à un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut la prendre, avec peut-être, comme il y a des éclairages différents, quelque chose d'un peu plus affirmé. Voilà. Et effectivement, il y a la notion de temps. Donc moi, dans ma pratique, en fait, quand je parle de ça, on est sur une décision des fois qui a été travaillée sur des différents éclairages et des évolutions qui sont sur plusieurs années aussi. C'est important. Voilà. Et je vous rejoins, oui, bien sûr. Bien, écoutez, ce que je vous propose, on va s'arrêter là. Euh, Sauf s'il y a une toute dernière question encore. Jean, si tu permets, je voudrais attirer votre attention sur nos travaux qui, que nous voudrions davantage, qu'ils soient davantage connus. Donc, travailler ensemble, un défi pour le médico-social, complexité et altérité, le sous-titre, préfacé par Axel Kahn. L'agir aux éditions RS, l'agir pluridisciplinaire, éthique et réflexivité, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'expérience du CESAD. Le deuxième, c'est sa généralisation dans des services et c'est le travail sur les 6 axes. Et le prochain, je vous l'annonce, s'appellera La naissance de la transdisciplinarité aux éditions L'Arnatan, qui interroge le fait que la transdisciplinarité ait mis tant de temps à se nommer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire connaître nos travaux et éventuellement à nous inviter pour en parler. Merci à tous pour votre présence, pour votre attention, votre constance et au plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie, les uns et les autres, parce que je vois Bruno, oh là là, Bruno, il était le préfacier de mon premier bouquin. Jean-Claude, Jean-Claude Étilé. Bon, c'est un bonheur de vous avoir retrouvé, même en distanciel. Bon, ben c'est génial. Merci, merci Alain. Merci à Merci. toutes et à tous. Je crois que c'est une véritable réussite pour avoir repris donc ce cycle des conférences. Nous avons été au maximum, nous avons été 33 personnes. Hein, donc je pense que c'est la première fois que nous avons eu autant de participants. Donc, merci à tous pour avoir fait cet effort de venir, de répondre présent et de venir donc participer à ce premier échange. Et j'espère que nous aurons effectivement l'occasion d'en réaliser d'autres. Hein, et de faire bien sûr appel encore à vous pour donner donc de nouvelles informations. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que l'enregistrement donc sera disponible sur le site vraisemblablement du CIRET. Je le donnerai demain donc à Florent Pasquier et on vous indiquera quel est, quel est le lien spécifique pour que pour que tout le monde puisse regarder à nouveau donc cet enregistrement. Donc un grand merci à toutes et à tous et je vous souhaite donc
une très bonne soirée et je vous dis donc à plus tard. Merci beaucoup. Au revoir à Merci. toutes et à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au Au revoir. revoir, merci.